Bien le bonjour, Mehdi. Hello. Bien le bonsoir. Tu vas bien? Bonsoir messieurs, ça va et vous? Comment on se retrouve, Mehdi? Bien. Comment on se retrouve après tout ce temps? Ah non, déjà, c'est vrai que ça, tu t'étais pas là. Toi. T'étais pas là. Moi, j'ai le même t-shirt. J'étais arrivé à la fin. J'avais Ouais, oublié que t'étais. Pourquoi tu parles? Alors, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, je pense que vous le reconnaissez. Il était déjà passé dans une précédente émission pour parler de l'attaque des Titans. Il y a quelques mois maintenant de cela. Donc, on est très content de te reavoir aujourd'hui. Et merci à vous de me réinviter, c'est chouette. Je vois que tu as réussi à avoir des t-shirts Hunter x Hunter, là. C'est la collection de Célio? Ouais, exactement, c'est ça. Ah là là, je suis arrivé trop tard. Ah ouais, il y en a plus déjà? Ah ouais, en tout cas pas à ma taille. C'est parti vite. Ouais. Fallait être là. Non, mais en tout cas, on avait promis que pour Kaguya-sama, tu reviendrais. Yes. On a tenu promesse, tu as aussi tenu promesse, donc ça fait extrêmement plaisir. C'est un manga qu'on attendait tout particulièrement. Je pense que la propagande. Vous savez notre amour pour le manga. On l'a réclamé à tort, enfin, à travers tout le temps sur les réseaux sociaux, tout le temps depuis nos premières émissions, et c'est enfin gagné parce que mercredi ça sort en France. Je vous remontre un petit peu le magnifique kit presse qu'on a reçu de la part de Pika, qui est vraiment le jeu de cartes. Exactement. Avant de parler de Kaguya-sama, les cartes géantes. Ouais, c'est les cartes de Titan, cartes colossales. Du coup, n'hésitez pas à partager le live, bien évidemment, pour ceux qui nous regardent, ça fait toujours plaisir. Du coup, on va parler d'abord des rom-com, Mehdi, si tu veux bien, avant de parler vraiment spécifiquement de Kaguya-sama. Alors, la rom-com, déjà, qu'est-ce que c'est concrètement? Comment on peut définir un peu ce genre? Écoute, alors comment le définir? Bien souvent, j'ai envie de dire que c'est un jeune garçon qui se retrouve au milieu de plusieurs jeunes filles, là, comme qui dirait l'embarras du choix. Ça, c'est un peu le shonen harem, comme on aime un peu le définir. Pour illustrer ça, il y a des titres comme Lovina. Il y a des titres comme Negima, Kanakamatsu et un maître assez incontesté. Ah, merci, quel synchro. Ah oui, bien sûr. Bien évidemment. On les a préparés. Bien évidemment. Voilà, je parle de ces séries-là, c'est ça que je connais le mieux de notre catalogue, mais d'autres éditeurs français en ont aussi publié. Mais en tout cas, celle-ci fait partie quand même des séries majeures en rom-com. Et ouais, j'ai envie de dire, en tout cas, dans le cadre de Lovina, c'est un garçon qui va avoir moyen avec plusieurs nanas dans un je dirais lieu propice à des quiproquos, à des tout un tas d'histoires en fait qui font que on se demande en fait pour laquelle il va craquer. Ça c'est vraiment le propre de Lovina. Après il y a d'autres rom-com où on est plutôt sur du triangle amoureux. Je pense à Romeo versus Juliette. Ça c'est donc Kishukoga Kono Juliette qu'on a publié nous chez Pika. Qui tourne surtout autour de deux personnages principaux qui représentent chacun un clan. Et ils sont pas censés en fait tomber amoureux, ils sont plutôt censés se faire la guerre. Et là, ils finissent par s'aimer en secret. Et là, ça tourne plutôt autour de ces deux personnages et d'autres personnages masculins et féminins qui vont graviter autour de ce duo et qui vont apporter une dimension un peu de triangle, quoi, et qui vont brouiller les pistes en fait. À chaque fois, il y a cette idée, je trouve, de quête du sentiment en fait, pour qui le héros en fait a l'air d'avoir un crush pour plusieurs nanas qui ont des caractères qui se complètent et qui sont toutes géniales en fait. Et à la fin, on se demande pour qui il va craquer. Donc ça, c'est la rom-com qui est un genre qui marche très bien au Japon, vraiment depuis des années. Et là, dernièrement, je trouve que ces dernières années, on a des titres qui apportent un peu plus de fraîcheur, un peu plus d'originalité. Et moi, il y a deux titres qui illustrent parfaitement ça. C'est vraiment Les Quintuplettes et Kaguya-sama. Je trouve que c'est des séries qui ont un peu changé le game de la rom-com. Ça tombe bien, on va en parler parce que du coup, il y a aussi différents types un peu de rom-com. On a les rom-com, certaines qui sont très axées action. Je pense à Negima, je pense à To Love Ru par exemple, genre de choses où on a beaucoup d'action. Lovina, il y a quand même un peu moins d'action, et Kaguya-sama, c'est plus aussi de l'humour, de la comédie aussi, très axé comédie même. C'est de l'action, mais dans un autre niveau, je trouve. On va en parler. On va en parler.
Donc voilà, donc il y a quand même un peu de tout dans les rom-com. C'est varié. Il y a du slice of life, ça englobe pas mal de choses. Tu peux mettre ça avec n'importe quoi en fait. La rom-com, c'est ça qui est assez particulier, c'est que tu peux mettre de la rom-com dans n'importe quel contexte, dans n'importe quel genre, ça peut marcher en fait. Que ce soit en thème principal ou en thème un peu secondaire, en trame de fond ou quoi. Conan par exemple, Détective Conan a une grosse partie un peu rom-com, alors que bah ça s'y prêterait pas au premier abord quoi. Et je pense que c'est ça aussi qui fait un peu son succès, sa longévité. C'est que il y a une variété du coup qui se propose, qui est assez folle. Ouais, grave. Et du coup, la rom-com dans le catalogue Pika, c'est quelque chose quand même d'assez historique. J'ai envie de dire que vous êtes un peu un des éditeurs historiques en termes de rom-com en France. Je pense bien sûr à Lovina, voilà, c'est le classique parmi les classiques. Negima, les Quintuplés plus récemment, maintenant comme Sama. Donc, comment ça se fait? Comment t'expliques que Pika est si attaché aussi à ce genre-là? Je pense qu'en fait, tu l'as dit, c'est historique, ça fait vraiment partie de l'histoire. L'année dernière, on fêtait nos 20 ans, et c'est vrai qu'il y a un des auteurs qu'on a voulu mettre en avant, c'était Ken Akamatsu. Et Lovina, il y a vraiment eu un avant et un après, je trouve, dans le style rom-com. En fait, voilà, moi, mon travail depuis que j'ai rejoint Pika, c'est d'essayer autant que possible de perpétuer ça. On considère, nous, que ça fait partie de l'ADN de notre catalogue. Et autant que possible, quand je trouve qu'il y a des titres qui perpétuent cette tradition, c'est important pour moi d'avoir une ligne éditoriale cohérente et d'être un petit peu incontournable dans ce genre-là. Parce que voilà, c'est une autre facette du shonen ou du seinen, et que c'est important aussi de passer un bon moment. Pour moi, c'est vraiment c'est des lectures un peu bonbons. Moi, c'est comme ça que je les appelle. C'est toujours des personnages qu'on est content de retrouver à chaque tome, même si des fois il se passe pas grand-chose. Juste on voit que il y a des facettes du caractère des personnages qu'on découvre tome après tome. Alors ça peut être ça, c'est aussi des personnages qui se révèlent. Moi j'ai envie de parler de Make Me Up. C'est aussi un titre de rom-com qu'on a sorti, je crois, il y a de ça 2-3 ans. Et où on voit qu'en fait les personnages cachent leurs secrets, se révèlent et finissent par s'attacher. Et il y a un petit côté, même un côté sitcom en fait, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un peu à la Friends en fait. On sait comment chacun de ces personnages va réagir, va interréagir même, et on est juste content à chaque fois de les retrouver. Et ça du coup, c'est important pour moi en tant qu'éditeur de perpétuer cette ligne qui a fait le succès de Pika. Et là, c'est vraiment, on est hyper fiers de franchir un next step avec Kaguya-sama la semaine prochaine. Ouais. J'ai une petite question un peu. La rom-com, ça fait partie de l'ADN de Pika, mais ça fait aussi partie de l'ADN du Weekly Shonen Mag, qui est de la Kodansha de manière assez globale, qui est un peu votre magazine privilégié, là où d'autres se tournent beaucoup plus autour de la Shueisha. C'est pas votre cas. Votre catalogue il est quasi, je vais pas dire quasi exclusivement, mais quasiment tous les gros titres du Shonen Mag ils sont chez vous. Kaguya-sama et j'ai Shueisha. Mais sauf Kaguya-sama. Et il y a Yuna-san, Yuna de la pension du Yuna de la pension du Régent aussi. Voilà. Excuse-moi de te couper, après je te. Non, en fait, le truc c'est que effectivement, le Shonen Magazine là, depuis ces dernières années, je trouve ils ont franchi mais plus qu'un step dans ce style-là. Ouais. Là, ils deviennent intouchables quoi. On a Couple of Cuckoos aussi de l'auteur de Drôle de Racaille qui monte bien. Il y a Kanojo Mokanojo. Là, ils sont vraiment en train de devenir la référence en la matière, même si, bon, il y a des titres de Battle Fantasy shonen un peu plus pur neketsu, comme Seven Deadly Sins ou les Mashima. Ils continuent quand même aussi de constituer l'essentiel du catalogue. Mais tu as clairement raison, en rom-com, c'est ça. Mais voilà, nous, avec Shueisha, on veut toujours continuer de collaborer et de collaborer de façon cohérente, je dirais. On s'est positionné en fait sur Yuna-san parce que c'était le titre de rom-com du moment et que ça avait un sens en fait dans le catalogue Pika à ce moment-là. Donc le Shonen Magazine, mais pas que. Okay. Mais t'as raison. En tout cas, t'as raison. Vraiment, ils montent en puissance et depuis QQ, je trouve que là, ils ont franchi un step. Kanojo Mokanojo, je trouve qu'ils essaient un petit peu de le mettre, d'en faire un peu un QQ-like. En mettant beaucoup en avant les personnages féminins. Souvent, on voit les 4 protagonistes, les 4 filles de la série. Si vous voulez en mettre une 5e, il serait un peu là en mode gros clin d'œil. QQ, pas vraiment, mais allez-y. QQ, qui est quintessentiel quintuplette pour ceux qui qui n'auraient pas la ref. C'est Gotobun. Vous dites Gotobun, je pense. Gotobun. Gotobun. En VO, vous.
Ah, nous, on est... Des vrais. Oui, bisous. Ouais. Je suis japonais. Moi, j'ai une question pour toi aussi, Mehdi. Comment ça se fait pourquoi les lecteurs français qui aiment pourtant ce genre, ils l'aiment beaucoup. On aime tous, on aime beaucoup les rom-coms. Pourquoi on entend souvent dire finalement le contraire. Pourquoi on entend souvent dire que la rom-com ça marche pas en France concrètement. Est-ce que en termes de chiffres, je sais pas si je peux pas dire les chiffres exacts, mais est-ce que ça marche plutôt bien, par exemple Gotobun ou ce genre de choses en France? Bah, Gotobun, pour le coup, c'est un vrai phénomène au Japon et nous, on est plutôt satisfait vraiment des ventes, sachant qu'il a été lancé juste avant le confinement l'année dernière. Donc, c'était pas le contexte le plus propice. Et pourtant, là, les lecteurs, je peux te dire qu'ils sont au rendez-vous à chaque nouveau tome. Donc, il y a un vrai buzz en plus avec un animé de qualité. Je pense que vous en parlez souvent dans votre émission. Je suis sûr même que vous avez parlé de la saison 3 qui a été annoncée. Voilà, c'était certain. Donc en fait, la série continue de faire parler d'elle et on peut pas se dire que le lancement en fait continue de, comment je peux expliquer, même si c'était pas le lancement avec le meilleur contexte possible, la série elle continue vraiment d'être là au rendez-vous, quoi. Les lecteurs vraiment sont là. Mais après, moi je pense que le shonen, voilà, c'est le genre qui se taille la part du lion sur le marché. Mais c'est surtout les shonen de Battle Fantasy, Neketsu pur, les gros hits en fait plus classiques. Et je pense qu'en fait les lecteurs ont besoin d'avoir ce côté un peu plus haletant. En fait, c'est ça qui marche le plus. C'est vraiment un fil rouge vraiment avec des ennemis toujours plus balèzes à abattre. C'est vraiment ce qui constitue le propre de l'entertainment en France. Pour nos lecteurs, je pense que c'est ça qu'ils aiment avant tout. C'est un truc vraiment plus japonais en fait, la rom-com. Ça marche beaucoup mieux là-bas parce que c'est peut-être moins facile pour les Japonais d'exprimer leurs sentiments, donc ça les amuse en fait d'avoir ce genre de mise en scène avec des caractères de personnages qui évoluent, qui se dévoilent. Je pense que les Japonais sont plus friands que ça parce que il y a un côté peut-être plus exutoire pour eux, qui est peut-être moins pour les lecteurs français. C'est ce que je pense personnellement. Mais je pense qu'en fait, les gens en France vont plus aller vers les Dragon Ball-like, les One Piece-like, les Fairy Tail-like. C'est ce qu'on aime le plus en matière de shonen et c'est ce qui style le plus la part du lion. Mais pourtant, je pense que la question va tomber. Pourquoi Kaguya-sama, maintenant, vous avez attendu 22 tomes pour le sortir? C'était prévu. Il a le document. il a vu mes questions. En fait, j'ai le runner du tout. Non, c'est pas ça. C'est juste vraiment, très brièvement, je pense aussi que le lectorat, il évolue et que il est davantage prêt pour ce genre de contenu. C'est plus audacieux de faire un pari comme ça. Mais là, maintenant, voilà, les lecteurs que vous êtes, les passionnés qui sont là sur votre chat, vont se renseigner de plus en plus. Ils ont les infos, même des fois, en même temps que nous, quand c'est annoncé sur les Twitter des auteurs ou autres. Ils suivent de très près, en fait, ces phénomènes. Et c'est pour ça que de plus en plus, il y a des vraies communautés qui se constituent autour de ces licences avant même qu'on les annonce. Donc, je pense que voilà, dans la rom-com maintenant, il y a un terreau plus propice en France. Je trouve que le lectorat est plus mature et a des goûts plus aiguisés, si je puis dire. Donc, je pense qu'à l'avenir, et là, l'exemple de QQ, je te le dis, le prouve, les chiffres seront de plus en plus importants. Mais on rattrapera jamais les shonen neketsu purs, type, je pense, My Hero, Seven Deadly Sins et autres. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est ce qui taille la part du lion sur le marché. Et c'est bien d'apporter de la variété. Et en ça, Pika, c'est une édito à laquelle Pika tient beaucoup. Et ouais. C'est presque vous qui avez finalement créé cette. Oula, il y a un écho. C'était quoi là? Moi, j'ai pas entendu l'écho. J'ai pas entendu, moi. Ok, bah je crois que l'écho vient de chez toi. Mais non, c'est bon, ça marche. C'est pour vous au final qui avait créé cette éducation du public vis-à-vis de la rom-com en fait, genre parce que là aujourd'hui je pense que ce soit nous ici ou dans le chat, c'est des gens en fait qui ont grandi avec Lovina, avec Nima, quoi. Donc est-ce que du coup genre tu penses que moi je pense par exemple à Kaguya qui dénote quand même pas mal de ce que vous avez proposé globalement jusque-là en termes de rom-com. Est-ce que comme ça, toi, tu penses qu'aujourd'hui, on a un public qui est prêt comme ça à avoir un humour très référencé,
à avoir comme ça beaucoup de gags, en même temps une histoire d'amour sur du long terme, sur beaucoup de tomes. Vous l'avez abordé comment, vous, ce truc? Parce que c'est long en plus, Kaguya, ça se termine là, mais voilà, c'est un beau bébé. C'est un beau bébé. Et ben en fait, c'est une question, alors déjà de timing. Avant tout, vraiment, comme beaucoup d'éditeurs, hein, c'est une série qu'on avait dans le viseur, si je puis dire, dans le sens où, voilà, en fait, là, je crois que c'est le dernier gros hit de chez Shueisha à être encore inédit en France. Donc en 2019, il est top 10 dans les ventes Oricon, que vous décortiquez, je sais, à chaque émission. D'ailleurs, Otakult n'est pas là. Fais la gueule. Il n'est pas là aujourd'hui, il n'est pas là. Un détestable individu. Et le truc, c'est qu'en fait, voilà, c'est un phénomène à un moment donné on s'est dit, on peut plus l'ignorer, d'autant plus qu'on lançait QQ, des quintuplettes, et du coup, on s'est dit, les quintuplettes va bientôt s'achever au Japon, quelle devrait être la next step en termes de Lovecom, et là, on s'est dit que, Kaguya-sama, c'était le moment. Il y a vraiment cette originalité, cette fraîcheur, ce traitement. Tu parles de gag, mais c'est tellement plus fin et plus subtil que ça. On en parle après. C'est de l'humour aiguisé. Oui. Et en fait, c'est pas juste poum, je trébuche et je me retrouve dans ton décolleté. Non, on est à milieu de ça. C'est un vrai mind game de taré. Et du coup, ça engendre tous les codes de la rom-com. Donc, c'est un pari qu'on fait, parce que il y a beaucoup de tomes. Mais en même temps, le succès, il est tellement là. Shueisha font tellement les choses proprement sur cette licence qu'on a eu envie d'y aller. Et un des meilleurs leviers, c'est aussi l'animé. Moi, l'animé, ils ont fait vraiment 2 saisons super soignées qui rend sublime le manga. Honnêtement, ça apporte beaucoup à l'exposition de la licence. Et ça, si tu veux, c'est des points de repère qui nous font nous dire la série, le manga, va être exposé grâce à l'animé de façon régulière. C'est-à-dire que là, les 2 premières saisons, je crois qu'elles couvrent les 10 premiers tomes, 10-12 premiers tomes. Après, et ben voilà, on sait qu'on aura toujours ces fenêtres de tir où un nouvel animé de qualité, on le sait, va revenir, va remettre en avant le manga. Alors c'est un pari, mais on pense qu'on a des checkpoints comme ça et puis on mise aussi sur la qualité en fait de la série. Franchement, il faut le lire pour s'en convaincre. C'est pas du slice of life ou quoi, c'est ça peut vraiment happer les lecteurs de façon à ce que ils aient toujours ce plaisir à retrouver tome après tome ces personnages qu'on kiffe trop suivre en fait, et on a envie de savoir comment ça va se terminer aussi. On va justement parler des différents points forts du coup de la série. Pendant le temps que j'ouvre un peu le dossier presse en live, histoire de le montrer un petit peu aux gens, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire, le synopsis de Kaguya-sama? Carrément. Donc, en fait, on est dans une académie qui, un lycée qui a pour élève vraiment l'avenir du Japon. C'est l'élite de l'élite. Ce ne sont que des élèves issus de familles qui comptent pour le Japon d'un point de vue économique, politique ou autre. Et on a 2 protagonistes, en fait. On a Kaguya, la fille, en fait, qui fait partie, qui est héritière, en fait, du conglomérat Shinomiya, qui est une des familles les plus richissimes du Japon. Et du coup, elle est l'héritière de cette famille et elle réussit tout ce qu'elle entreprend. Sa vie, c'est la réussite, d'un point de vue physique, d'un point de vue intelligence. Elle a des domestiques, c'est juste la fille parfaite, c'est une princesse. Et à côté, donc elle, c'est la vice-présidente du bureau des élèves, et c'est pas un simple bureau des élèves, c'est le bureau des élèves de cette académie, l'académie Shuchiin, et c'est c'est l'académie the place to be quand on parle de l'avenir du Japon. Et donc elle, c'est la vice-présidente, et elle a à ses côtés le président qui est Miyuki Shirogane, qui lui en fait ne vient pas d'une famille aisée, c'est vraiment un cas d'école, c'est le cas de le dire. Lui, c'est l'élève numéro 1. Tout lui réussit aussi, mais tout ça, il l'a gagné au mérite. Il fait qu'étudier, il a en fait il a gravi tous les échelons à force d'études et de détermination. Et en fait, ces 2 personnes-là sont à la tête de ce B2, pas comme les autres. Et en fait, tous les élèves les voient comme des dieux sur terre et se disent, en fait, c'est le couple parfait, obligé. Ils vont finir ensemble. Ça ne peut pas, il ne peut pas en être autrement. Et le truc, c'est qu'au bout de 6 mois, il se passe rien entre eux. Et pourtant, l'un et l'autre ne comprennent pas.
c'est-à-dire que Kaguya estime que Miyuki devrait déjà être à ses pieds, et Miyuki, lui, considère que Kaguya devrait déjà lui avoir fait une proposition. Et en fait, tout ça, ils se le disent que dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils se kiffent mutuellement, mais ils ne se le disent pas. Ça veut dire qu'ils se sont faits l'un pour l'autre, c'est un secret pour personne, sauf pour eux. Et du coup, ils ont un degré de fierté à cause de voilà, tout le côté intelligence, prestige en fait de leur position. Ils vont se dire, ok, donc là, si au bout de 6 mois, elle s'est pas déclarée, c'est moi qui vais la forcer à se déclarer. Et du coup, va commencer le mind game, c'est-à-dire que voilà, à partir de là, toutes les situations sont bonnes pour essayer de faire craquer l'autre, pour essayer de piéger l'autre, pour le forcer à dévoiler ses sentiments. Sauf que dans leur tête, voilà, c'est une guerre psychologique qui s'engage, et dans leur tête, en fait, déclarer son amour, déclarer ses sentiments, c'est perdre la face. C'est impossible. Ils peuvent pas prêter le flanc comme ça, et c'est à l'autre de se déclarer. Et dans ça, on va avoir une succession comme ça de situations basées sur le quotidien, mais eux, à chaque fois, ils amplifient cette situation pour essayer de piéger l'autre. C'est une vraie guerre stratégique en fait qui vont se livrer tous les jours, quoi. Tout à l'heure, on parlait de Kaiji, dans le sens où c'est très psychologique, ça part de quelque chose d'assez futile et ça va dans des proportions très énormes. Je retrouve beaucoup de ça dans Kaguya. Est-ce qu'on peut aussi le comparer un petit peu à une sorte de duel psychologique entre Light et elle, à la Death Note, mais version amour, bien sûr. En fait, c'est ça, c'est que on peut, et il y a tout l'image est très importante aussi. C'est-à-dire que, en fait, ils se braquent tous les deux. En fait, chacun braque l'autre avec sa stratégie. Et ça, souvent, l'auteur, il met en scène, voilà, merci de montrer cette image-là. En fait, c'est comme si, voilà, ils se menaçaient avec un flingue ou avec une arme blanche parce que le duel est tellement high dans leur tête qu'ils en sont là, vraiment. À quel moment elle va me proposer de goûter son bento qui a l'air tellement délicieux? Mais non, attends, je peux pas craquer. C'est elle qui va goûter mon bento et je vais faire goûter à la vice-présidente, à l'assistante, parce qu'on parlera après de Fujiwara qui est la secrétaire du bureau. Voilà, la mascotte du bureau des élèves, j'ai envie de dire. On l'aime tous. On est tous fans. En fait, ils vont se servir, en fait, comme tu dis, de situations comme ça a priori anodines, mais c'est tellement mis en scène de façon stratosphérique dans les cases que on y croit. Et en fait, à la fin du chapitre, tu te dis, mais attends, en fait, ils sont en train de se prendre la tête pour juste goûter un bento. Et pendant tout le chapitre, en fait, toi, tu as été emporté par une mise en scène avec la métaphore des armes, la métaphore psychologique, en fait, et toutes les punchlines aussi qui s'assènent pour essayer de se piéger. Et juste, tu te fais emporter, quoi. Et moi, il y a un quatrième personnage dont j'aime beaucoup parler à chaque fois que je parle de Kaguya-sama, c'est le narrateur. Oui. Parce que le narrateur, je le vois vraiment comme un commentateur sportif qui est en train de décrire une action spectaculaire en fait dans la tête de la vice-présidente pardon, qui va essayer de piéger l'autre, mais en fait elle a envoyé une lettre anonyme sans se faire griller par personne pour le contraindre à peut-être l'obliger à l'inviter au cinéma. C'est vraiment à chaque fois une mise en scène hyper torturée, mais à la fin, mais tu tapes des barres de rire parce que y a plein de gimmicks déjà, et voilà, tu te demandes à chaque chapitre en fait qui va réussir à faire craquer l'autre, quoi. Surtout, je trouve qu'il y a un truc intéressant. Un truc que je trouve intéressant, c'est que justement, Love s'appelle pas juste Love is War, mais bien Kaguya-sama Love is War. Et on se rend compte qu'elle s'appelle pas, par exemple, Shirogane-kun. Oula, putain. Shirogane-kun. Love is War, j'ai eu du mal. Tout simplement parce que c'est vraiment Kaguya qui est beaucoup plus agressive, qui va vraiment faire les plans. Comment dire, Miyuki, de temps en temps, élabore des petites stratégies, mais c'est la majorité du temps Kaguya qui fait des plans pas possibles. Parce qu'elle a des moyens aussi. Étant donné que c'est elle qui a le plus de moyens. Elle a le cash. Aussi, elle a l'oseille, mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est justement parce que, comme elle vient justement de cette famille riche et qu'elle est un peu décalée de la réalité, des fois elle imagine des trucs pas possibles. Justement, elle va beaucoup trop loin que même simplement quelqu'un qui aurait juste de l'argent. En fait, c'est super intéressant ce que tu dis parce que, en fait, ils ont chacun leurs armes. Et comme tu dis, en général, Kaguya, elle va plutôt échafauder les plans, là où Miyuki va plutôt la laisser venir pour la contrer, quoi. C'est vrai. Et effectivement, il y a des scènes assez gauleries où elle va appeler tous ses domestiques en fait qui vont graviter autour de Miyuki qui n'a pas de smartphone en fait, qui connaît pas l'application Line. Et il se sent une merde le gars. Elle a dit, elle va le conforter dans ce sentiment
en mettant tous ces ces servants, enfin ces domestiques autour de lui, à utiliser Line et tout. Tiens, je viens de recevoir un message Line. Ah, elle est géniale cette appli. Et lui, il est là, il regarde autour de lui, mais il n'y a que moi qui l'utilise pas, quoi. Et en fait, c'est que des choses comme ça, comme tu dis, elle va utiliser ses moyens pour essayer d'arriver à ses fins. Et en même temps, ça révèle un aspect de son caractère, et c'est ça que moi j'adore dans les rom-coms, c'est-à-dire que les personnages se révèlent au fur et à mesure des situations. Et dans le cas de Kaguya, elle se la raconte, elle regarde tout le monde de haut, mais elle ne connaît rien à la vie. Mais ça, il faut que personne ne le sache. Elle est paumée. Et surtout pas Miyuki qu'elle kiffe. Elle faut surtout pas qu'il se rende compte de ses faiblesses. Et en fait, voilà, c'est deux personnages qui ont une intelligence stratosphérique, qui ont une fierté encore plus stratosphérique. Et tout ça, en fait, ils font tout un pataquès, tout un flanc, toute une guerre pour des fois que dalle. Et ouais, elle est trop marrante cette image parce que je crois que c'est le chapitre où en fait Kaguya, je sais pas pourquoi, je crois que c'est Fujiwara qui ramène des photos, des costumes, et en fait, il la voit, il la trouve trop mignonne, c'est trop craquante. Et là, du coup, il se retourne, il faut surtout pas qu'elle voit sa réaction, parce que si jamais elle le voit rougir, non mais attends, du coup, elle va s'engouffrer dans la brèche et dire non mais attendez, là vous rougissez, président. et du coup, dans le même chapitre, c'est lui qui va se mettre à mettre des oreilles de chat parce que Fujiwara met les pieds dans le plat. Mais si, toi aussi, dis-toi, président. Et là, Kaguya, même réaction. Putain, il est trop beau. C'est débile, ça. En fait, c'est débile, mais en même temps, ils sont trop intelligents, c'est impossible. Ils ne peuvent pas se déclarer. Et ouais, ça dure sur plein de volumes, effectivement, mais c'est pas que ça parce que on a le personnage de Fujiwara, je pense que tu voulais y revenir. C'est un peu, voilà, on a aussi d'autres personnages de plus en plus qui gravitent autour de deux et qui vont apporter un peu l'eau de piment. Ça va un petit peu gâter les machinations qui préparent, comme Fujiwara. Voilà, Fujiwara, c'est vraiment Madame. Écrite comme l'héroïne de l'histoire. Hein. Dans le tome, dans les fiches, l'héroïne de l'histoire. En fait, c'est pas l'héroïne de l'histoire à proprement parler, mais je pense que ce que l'auteur entend par là, c'est que c'est un peu elle qui joue le rôle de Cupidon un peu malgré elle, quoi. Elle passe son temps à mettre tout le monde dans la merde. Et les deux sont en sueur pas possible. Elle est là. On va en vacances. Il y a un décalage entre les personnages qui est génial. Fujiwara, c'est vraiment un personnage. C'est vraiment la valeur ajoutée qu'il fallait. Oui, c'est une réussite absolue ce personnage, étant donné que c'est vraiment pour des personnages aussi intelligents que les deux protagonistes. T'as une valeur inconnue, mais vraiment inconnue qui n'est même pas possible à anticiper et qui est là et qui est capable de tout annuler ou de tout renforcer en fait. Et concrètement, il y a une guerre entre deux clans et il y a une bombe nucléaire entre les deux qui n'est ni chez l'un ni chez l'autre. Il est tout pété. Il appelle souvent l'élément du chaos et surtout encore plus dans le manga que dans l'anime, ça se ressent. C'est vraiment l'élément du chaos qui peut dire un seul truc et foutre le monde en l'air. Alors, on a commencé déjà à aborder les points forts de Kaguya-sama, on va continuer un petit peu. Kai, toi, c'est quoi? Est-ce que t'as un truc qui fait que Kaguya-sama, pour toi, c'est un truc à lire Il y a tellement de choses, mais tout à l'heure, on parlait du narrateur qui même lui, techniquement, devient un personnage au fur et à mesure, parce que même lui devient fatigué de les situations. On le voit dire des commentaires au fur et à mesure des chapitres. Mais ce que je retiens le plus dans Kaguya-sama, c'est vraiment l'humour et surtout aussi comment il aborde le sentiment amoureux, parce que au travers de cet humour, il y a vraiment un propos de fond qui s'en dégage et on va essayer d'aborder tous les aspects en fait de comment on devient amoureux, qu'est-ce que c'est être amoureux, est-ce que le sentiment qu'on éprouve pour quelqu'un est vraiment sincère ou non et dans quelles circonstances, et je trouve que ça c'est assez mature à ce niveau-là. Kaguya-sama, comment Kaguya-sama le traite justement, et ça le devient de plus en plus au fur et à mesure des tomes et des chapitres en fait, et c'est vraiment ce point-là qui m'a beaucoup plu quand j'ai lu le manga et regardé l'anime surtout. Yes. Tu parlais du narrateur, moi je trouve que vraiment dans l'anime ils ont choisi vraiment un bête de doubleur. Ah ouais, il assure, il vit le truc, mais vraiment t'es crispé quoi. Tu parlais de Death Note, moi je pense qu'il y a des scènes c'est aussi crispant que Death Note quoi. C'est vraiment genre oh là, ouais c'est stressant. Ça arrive en fait à t'emmener dans ce truc qui est en fait complètement futile quoi. T'as des problématiques qui sont au bas mot inexistantes,
Ouais. Et en fait, avec d'ailleurs l'animé qui a des mises en scène qui sont folles, qui arrive à te happer complètement dans le truc, Ouais. avec des trucs. Il y a un épisode où ça me tient un jeu de combat, enfin, c'est n'importe quoi. Et là, tu fais ouais, t'y crois en fait, t'y crois complètement. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que ça se finit un peu toujours de la même manière. T'as genre un dézoom en fait sur l'école ou quoi. Et en fait, qui te rappelle, ouais, mais en fait, non, on s'en fout un petit peu de ce qui se passe, et qui te donne juste un peu le résultat du chapitre, genre qui a gagné. Les trois quarts du temps, c'est ni l'un ni l'autre. Et t'es là, à ce moment en fait où tu ressors de l'histoire et on te remonte en fait, non, mais tout ça, c'est minime, c'est dans leur tête en fait. Tu sors de la pièce, en fait, tu sors de leur tête en même temps. C'est super bien amené, je trouve, ce genre d'idée de mise en scène. Et c'est là que l'élément comique, il est d'autant plus réussi, c'est que du coup, c'est un paradoxe. Alors là, t'étais en tension, parce que pour eux, c'est pas futile du tout, c'est hyper important. C'est une question d'honneur et d'intelligence, et ils sont tout le temps en compétition. Et puis après, ça retombe, et t'es là, du coup, c'est encore plus comique. Et c'est vrai que Fujiwara, ouais, elle a vraiment, elle est tellement imprévisible, quoi. Franchement, moi, elle me fait penser à Voldo dans Soul Calibur, quoi. Tu sais jamais comment il va faire un combo, quoi. T'es là, et non, elle gâche tout. Et quelque part, en fait, comme eux, ils sont tellement intelligents et perchés, c'est qu'en fait, ils s'annihilent. Kaguya et Miyuki, en fait, s'annihilent. Et elle, souvent, elle vient carrément s'asseoir dans le plat, hein, mais même plus les pieds. Et du coup, c'est elle qui, pète un peu toute leur imagination. Donc, ouais, exactement. Moi, je trouve que Kaguya-sama, c'est une des rom-coms, si ce n'est en tout cas celle du moment, en tout cas, la plus accessible, je trouve, pour le grand public. Dans le sens où, c'est pas... pour le grand public, je pense que nous, ça nous dérange pas spécialement, mais tout ce qui est harem, avec beaucoup de filles différentes, autour d'un seul héros, beaucoup de personnages différents. Là, finalement, dans Kaguya-sama, il y a assez peu de personnages. Pour l'instant, il y en a 3, il y en aura peut-être un peu plus par la suite. Mais il y en a 3 actuellement principaux, un 4e qui arrive bientôt, et peut-être un ou 2 autres après. Donc très peu de personnages, mais le peu de personnages qu'il y a sont très très forts. Et les liens qu'ils ont entre eux sont très puissants, et c'est même les personnages qui portent la narration. C'est pas la narration qui emmène, on va dire, les personnages. Toute l'histoire se fait par rapport à ce que les personnages vont faire comme choix à tel moment ou à tel chapitre. Et je trouve que le point fort, le gros point fort de Kaguya-sama, c'est ces personnages. Concrètement, autant Fujiwara qu'on a cité, que Kaguya et Shirogane, qui sont deux génies, mais en même temps 2 personnages très sensibles et très faibles dans le domaine de l'amour, au final. Enfin, ils sont très perturbés par ce qui se passe et ils comprennent pas vraiment où ils vont. Mais en tout cas, c'est le prince qu'on n'a pas encore vu malheureusement. On n'en parle pas tout de suite parce qu'il est pas encore là, mais on en reparlera quand il apparaîtra. Mais voilà, donc le gros point fort, et je trouve que c'est vraiment Kaguya-sama très très accessible pour le grand public. Est-ce que toi, Mehdi, tu le conseillerais pour justement des gens un peu plus néophytes qui sont pas forcément de manga aussi, tu vois, carrément, tu vois, on peut aller plus loin. Hein, bien sûr. Moi, je trouve que tu as complètement raison, en fait. Je pense que souvent, ce qui peut rebuter les gens dans les rom-coms, c'est qu'ils se disent je vais pas avoir les codes. Parce que c'est vrai que c'est assez convenu, en fait. Tout ce qui est triangle amoureux, quiproquo, on en parlait, en fait, avec les titres de tout à l'heure, comme la Vina. Il y a un petit côté assez balisé et un petit peu connu des seuls initiés. Mais en fait, avec Kaguya, c'est pas du tout ça. T'es vraiment dans 2 personnages qui découvrent leurs sentiments parce que ils ont beau se la raconter, en fait, on se rend compte qu'ils n'y connaissent pas grand-chose, et du coup, tu peux t'identifier à eux et les voir en fait se découvrir, apprendre à découvrir ce qu'est être amoureux, comme disait Kaizoku, et en ça, on est dans quelque chose de plus fin, de plus subtil et de plus accessible, du coup. Il n'y a pas ce côté rom-com très convenu. Là, c'est bon, il va glisser et ils vont se retrouver dans l'onsen à moitié à poil. Enfin, moi, je ne crache pas sur ce genre de contenu. C'est drôle. C'est de la rom-com, des fois, qui fait plaisir aussi. Et même si c'est convenu, c'est ce qu'on aime lire. Mais pour des gens, en fait, qui aiment le côté... moi, je dirais, le côté un peu sitcom, le côté personnage... hyper travaillé, qui se dévoile et qu'on aime à chaque fois à retrouver, c'est carrément un manga que je conseillerais à quelqu'un qui connaît rien ou pas grand-chose. Surtout, il y a quelque chose, en fait, qui, je dirais, même se ressent un petit peu plus dans l'animé, c'est que Akasaka, l'auteur, il crée vraiment des dynamiques, vraiment une mise en scène, une mise en page vraiment assez exceptionnelle qu'on retrouve chez peu de personnes, des fois qui est inventif, des fois qui part totalement en couille, et vraiment, c'est ça qu'on aime. Mais ouais, et puis c'est clair. Tu te fais happer, puis t'es surpris. Moi, je trouve que
la fin des chapitres, c'est pas convenu. Voilà, tu te fais toujours surprendre. Et ouais, qu'est-ce que c'est drôle en fait, juste tu rigoles aussi. Franchement, un ça rythme, débarre. ouais, dans le manga, C'est ce que drôle, j'adore, c'est drôle quoi. grave. Et moi, ce que j'adore, c'est le rythme du manga en fait, où c'est toujours, voilà, c'est toujours, ça s'arrête jamais. Après, on retombe et des fois, il y a des éléments scénaristiques ou des blagues qui vont devenir un peu des running gags dans les précédents, dans les chapitres suivants, voire même parfois on n'entend plus parler du tout. Et en fait, ça a un lien, genre plein de chapitres plus tard. Enfin, c'est du génie, vraiment. Mais c'est jamais surexploité, surtout. Et c'est pas trop fait non plus. Tu vois, c'est juste ce qu'il faut pour que ce soit sympathique sans non plus trop être. C'est pas redondant, quoi. Et puis surtout, ce qui est assez rare, mine de rien, dans les trucs comiques comme ça, c'est que, surtout avec ce genre de dimension, l'histoire elle avance et en fait chacun de leurs petits plans, mine de rien, petit à petit, ça construit quelque chose en fait. Il y a une progression dans l'histoire qui se sent, on n'est pas sur, en fait on reste pas en statu quo comme ça pendant 20, 30 tomes comme ça peut être le cas dans certaines séries. Là vraiment chaque petit plan, chaque petit échec en fait sera exploité par la suite ou va amener sur quelque chose d'autre et ça va se construire comme ça. Il y a une vraie progression entre les personnages. C'est ça. Ça avance. Chaque petite aventure, c'est vraiment une petite valeur ajoutée. C'est vraiment un petit, un petit attachement. Tu sens vraiment que les personnages ils s'attachent vraiment petit à petit à ces petites scènes qu'ils vivent tous ensemble chaque jour dans le bureau. Donc, Et puis ils tissent leur toile en fait. Et ils tissent leur toile aussi, vraiment, c'est drôle ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas un chapitre qui sert à rien. En gros, c'est pas genre on n'en reparlera plus. En fait, il y fait référence, et puis du coup, je trouve que ça accentue le côté partie d'échec, quoi. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup référence à des événements qu'il y a eu avant, et finalement, ils continuent d'avancer leur pion. Et juste pour ce que tu disais, Inspecteur, par rapport aux personnages, c'est vrai que c'est ça qui porte la série. Et moi, ce que je trouve vraiment fin et subtil, c'est que il y a des personnages qui ont l'air d'être des figurants. Genre, par exemple, les élèves qui viennent demander conseil au président, au vice-président, et ben voilà, finalement, c'est peut-être pas des figurants. Et en ça, c'est pas parce que je vois ton t-shirt, mais moi, ça me fait penser à Hunter x Hunter, parce que Togashi, il a toujours cette intelligence de. En fait, il y a des personnages dans le fond de la case, je crois qu'ils sont bidons, et tout d'un coup, tu te dis, attends, mais c'est lui, Boomer, depuis le début. Et en fait, voilà, c'est-à-dire que. Il y a une mise en scène qui est très bien orchestrée et faut avoir l'œil en fait sur les cases et à chaque chapitre parce qu'on y fait référence et il y a toujours un intérêt en fait. Donc ouais non, l'auteur mène super bien sa barque, c'est fin, c'est. Il y a même l'animé qui a fait ce détail en fait. Ouais, non mais l'animé a vraiment bien sublimé cet aspect-là et ça porte vraiment la série. Ouais. On parle de l'animé. De l'animé. Ah bah voilà. On a dit la même chose. Vas-y, je te laisse, Xanon. Vas-y, dis-le. Il y avait une différence significative en fait entre l'anime et le manga quand même. Déjà d'un point de vue graphique, le chara-design est très réussi dans les deux cas. Mais alors peut-être que l'anime du coup qui a commencé assez tard, enfin plus tard en tout cas, prend le chara-design plus loin dans le manga. Mais par exemple, on a des cases comme ça. Cette expression-là, je la trouve folle, par exemple. De Fujiwara. Et le chara-design est sensiblement différent par rapport à l'anime. On a des visages qui se déforment pas mal, qui ont des expressions. Genre là, voilà, on parlait de Death Note tout à l'heure. On dirait un truc de thriller. Et la couverture du il y a une vraie plus-value. Plus-value à lire le manga, même si on a vu l'anime en fait. Ce qui n'est pas forcément le cas, surtout dans les rom-coms où bon, parfois on va avoir juste une copie conforme du truc. Non, là on a quelque chose de vraiment différent. Et au début, le style graphique, je pense, il peut être un peu désarçonnant pour quelqu'un qui veut l'animer. Et en fait, ça marche super bien. Ça m'a surpris. C'est qu'il y a une finesse dans le trait, dans les chara-design, dans les expressions, qui en même temps est parfois ultra grossière à côté. Et ça s'enchaîne de case en case. En fait, tu vas passer d'un truc quasiment du SD à juste derrière un trait presque super raffiné. Tu sais pas trop où ça va, mais ça y va en fait. Ça y va et ça y va bien. Donc c'est vraiment visuellement, si vous pouvez peut-être un peu, j'ai pas envie de dire refroidi, mais presque peut-être par le premier chapitre ou quoi. Non, c'est une fausse impression, je pense. Vraiment pousser le truc un peu plus loin parce que ça en vaut la peine. Surtout qu'il évolue très vite au niveau du dessin. Il évolue très vite. Ça se remarque dès les deuxièmes tomes. Si on s'attend à revoir les mêmes dessins, enfin le même design que l'animé,
et qu'on voit les différences, notamment avec Fujiwara, où ça se remarque énormément. À partir de la fin du tome 1, elle ressemble quasiment à ce quoi elle ressemble à l'animé, quoi. C'est dire à quel point il prend vite une habitude au niveau du dessin et ça continue de s'améliorer au fil des tomes. Et du coup, tant qu'on parle de l'animé, du coup, ce que je voulais rajouter moi tout à l'heure, c'est que là où Pika a été très très intelligent, je trouve, c'est que vous avez pris du coup la même traductrice que pour l'animé. Du coup, on salue bien sûr Marie-Lou Leclerc qui traduit du coup l'animé sur Wakanim et du coup le manga chez Pika, ce qui donne surtout je trouve une cohérence finalement que ce soit dans les blagues, dans la traduction des chapitres. Donc ça c'est plutôt cool, c'est bien vu de la part de Pika. Mais pourquoi il faut lire le manga finalement? Si à l'animé tu te dis bon, tu peux porter sur l'animé et pas lire le manga. Ce qui est bien, c'est que l'animé n'a pas adapté tous les chapitres. C'est ça. Et donc vous avez loupé plein d'histoires pour les différents personnages et du coup pour les découvrir, il faut lire du coup le manga chez Pika. Donc ça c'est un des gros points forts aussi du manga. Et c'est très malin ça aussi. En fait, ouais, ça tient du conscient. La série a commencé, donc je crois que c'est en 2015. Donc dans un magazine plus confidentiel en fait de Shueisha qui est Miracle Jump. Et en fait, ce magazine-là a servi de tremplin à beaucoup de hits. Pas que Kaguya-sama, il y a eu Terraform Mars aussi, Tokyo Ghoul a commencé aussi dans le Miracle Jump de mémoire. Et en fait, à partir du moment où l'auteur a commencé à publier dans le Young Jump, donc qui est un magazine seinen hebdomadaire où il y a des séries comme Gantz, comme Kingdom, comme Golden Kamuy ou autres, donc qui sont vraiment souvent des séries au long cours avec un rythme du coup très soutenu. Là vraiment, le niveau graphique monte en flèche. Et je trouve que ça se voit aussi sur les couvertures. En fait, les couvertures sont de plus en plus soignées d'un tome à un autre, et ça témoigne vraiment du gros level up qu'il prend dans son style graphique. Et ouais, effectivement, la première vie de la série dans le Miracle Jump fait qu'il y a eu des chapitres qui ne sont pas retrouvés. Il y a eu un nouveau départ en fait dans le Young Jump. Il y a eu un nouveau chapitre 1 introductif. Ça, c'est le premier chapitre du tome 2. Faut pas que les lecteurs soient un petit peu surpris. De toute façon, c'est expliqué dans le manga. C'est qu'en fait, à partir du moment où Kaguya-sama a commencé sa publication dans le Young Jump, l'éditeur a jugé que c'était bien de faire une sorte de reboot, si on peut dire, du premier chapitre, juste pour introduire en fait le concept. Mais néanmoins, les chapitres qu'il y a dans le tome 1 et qui étaient publiés avant le Young Jump font partie de l'histoire, font partie du fil rouge en fait de l'histoire, et tout n'a pas été adapté, tu as raison, par l'animé. Notamment la partie de Pouilleux qu'on voit dans le tome 1. C'était un petit peu aussi ça pour ça le dossier de presse. Il y a ce côté un peu jeu, chacun en fait cache son jeu, et c'est autant de situations pour essayer de déstabiliser l'autre, quoi. Donc les deux se complètent en fait. Je pense que l'animé est une bonne pub pour le manga, et en même temps ils ont vraiment fait un très bon job, quoi. Non, clairement, l'animé est de très très bonne qualité. On en a parlé tout à l'heure. Donc, on vous le recommande aussi vivement. C'est sur Wakanim. Et d'ailleurs, tu parlais de certains checkpoints. Certes, il y aura très certainement une saison 3. C'est pas encore annoncé, mais ça devrait arriver bientôt. Si, ça avait été annoncé, si, bien sûr. Mais c'est vrai. Oui, il n'y a pas de date. Par contre, il y a des OAV qui sont annoncés. Oui. Alors, il y en a un qui est prévu cette année, je crois. Il y a un deuxième film live, si je dis pas de. C'est ça, ouais, c'est ça. Il y a eu un film live, tu fais bien de le dire aussi également, qui est sorti déjà au Japon, c'est un téléfilm. Et il y a le deuxième qui est déjà prévu. Il y a des OAV qui sortent très bientôt cette année, effectivement. Et il y a une saison 3 qui arrive, on sait pas encore quand. Moi, je pense peut-être début 2022, peut-être. Ou fin 2021, peut-être, je sais pas, on verra bien. Mais un animé de qualité. C'est ça qu'on a oublié de te poser la question au début. Peut-être que certains se la posent. Pourquoi le manga a été repoussé de 2-3 semaines il devait déjà sortir un petit moment. Ouais, je crois que la date initiale c'était début mars. En fait, ça a été un problème d'acheminement des PLV, en fait, tout ce qui va être outils promotionnels, marketing, de mise en avant dans les magasins. En fait, il y a eu du retard. Je pense que la situation sanitaire n'est pas étrangère à tout ça, mais du coup, il y a eu du retard par rapport à l'acheminement de ces éléments-là, qui était indispensable. Les mangas étaient prêts, hein. Les livres, il n'y avait pas de souci, mais c'était vraiment toute la partie marketing qui a été retardée à cause du transport, et on a préféré attendre pour faire les choses proprement. C'est pas grave, hein. On est plus à ça après maintenant. Maintenant, ça sort.
C'est bon, ça sort maintenant, on les a, quoi qu'il arrive, donc c'est cool. C'est mercredi, on rappelle. Vous aviez Ah, déjà. Mais nous, voilà, mais bon, je pense mais aux c'est gens, terrible, je pense aux gens. C'est terrible parce que nous, du coup, on les a reçus, je crois, Il y a une un semaine mois, avant plus d'un mois. la sortie, un truc comme ça, la Non. première sortie. On les a Ouais, reçus, non, je la crois, première, 2 c'est- voire 3 semaines avant. La première sortie. Avant la première sortie, on l'avait déjà reçu bien avant. On les a reçus bien en avance, effectivement. Et Bien en fait, en bah, avance. du coup, on attendait d'en parler, et toutes les semaines, on disait, bah non, du coup. Bah non. Mais du coup, Mais là, vous avez prévu un gros dispositif, du coup, je suppose, pour que ça en arrive là, au niveau magasin, genre, je pense des PLV, il y a quoi Voilà. un peu. Il y a des Clairement. goodies aussi, je crois. Porte-clés, hein. Il y aura des primes à l'achat. Il y a une petite silhouette acrylique qui fait partie des plus produits pour l'achat du livre. Et puis, ouais, une colonne de PLV qui, à mon avis, passera pas inaperçue en magasin. C'était important d'avoir ce dispositif-là pour Ouais. offrir au libraire, lui donner les moyens, en fait, d'avoir un kit pour bien mettre en avant la série. Un peu à l'image de ce kit presse que vous avez reçu. Voilà, c'est vraiment une façon de dire, sortie événement, allez-y, lisez, et vous comprendrez pourquoi tout le monde en parle comme ça. Donc, Pika Edition, là, vous misez quand même pas mal sur ce titre, je suppose. Hein. C'est un Ah, ça fait partie, ça fait partie des gros enjeux de cette année, complètement. clairement. Autre petite question, c'est pourquoi aussi avoir diffusé beaucoup de chapitres petit à Ouais. petit, quand même que vous lâchez des petits chapitres à droite à gauche, ça fait Tout plaisir. le tome 1, je crois, qui a été diffusé au fur et à mesure, non? Les 10-12 premiers chapitres, quelque chose comme ça? Ouais, l'équivalent du tome 1, donc je sais pas exactement de chapitre ça comprend, mais en fait, c'est une façon, ça fait un moment en fait qu'on pensait à ce genre de mise en avant, c'est, on peut appeler ça, de la prépublication en ligne comme les Japonais peuvent en faire sur leur magazine online, en fait, c'est-à-dire qu'il y a toujours les premiers chapitres qui sont disponibles. Ça fait partie des chapitres en ligne gratuits. Généralement, le chapitre 1, voilà, on en propose la publication en ligne. Et là, on a voulu faire comme les Japonais, ça veut dire proposer les chapitres après, les chapitres suivants, mais qui ne soient pas toujours disponibles, en fait. Ça veut dire qu'à partir du moment où ils sont proposés, il faut les lire, et après, c'est le chapitre suivant qui prend la place. C'est une façon, en fait, comme tu dis, de distiller l'équivalent du tome 1, que les gens se rendent compte, que les gens puissent avoir accès et lire, se faire une idée par eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose, c'est un outil qu'utilisent beaucoup les éditeurs japonais. Là, on a trouvé que pour Kaguya-sama, ça s'y prêtait carrément d'avoir ce rendez-vous, comme ça, chaque semaine jusqu'à la sortie du livre. Bon, c'est cool, en D'autant tout cas. que t'as pas besoin de les avoir tous lus. Par exemple, si tu passes du chapitre 3 au chapitre 5, c'est pas dramatique à proprement parler, tu vois. Donc, À tu partir, te ressens- ouais. À partir du moment où tu as le concept effectivement de base et que tu sais, tu seras pas perdu. Maintenant, il y a un tableau des scores. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir Oui, chaque chapitre, c'est comme vrai. on a dit, Ah oui, non, oui, par contre, oui. poser les jalons de quelque chose, et ce serait bête d'en sauter un. Mais je suis d'accord C'est avec toi, c'est Ça pensé s'y prête. pour, ça s'y prête complètement. Vous avez pas peur que derrière, du coup, les gens passent directement au tome 2 ou sautent le tome... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Eh ben, c'est une possibilité, mais dans la collection, ça ferait tâche d'avoir le tome 2, quoi. Je sais pas, j'arrive pas à me dire que les gens Ouais. de Normalement, passer de... Non, oui, c'est vrai. il n'y a pas de Oui, raison. en plus, vu que vous sortez les deux tomes en même temps, en fait, c'est ça qui aussi permet peut-être de faire ça. Si vous avez sorti que le tome 1 et que tout le tome 1 était disponible en ligne, bah, le mec qui a déjà lu le tome 1, bon voilà. Et de toute façon, même si c'est le cas, il a le tome 2, donc de fil en aiguille, c'est vrai que ça s'entend pas. Mais, d'ailleurs, est-ce que tu peux peut-être nous dire, je sais pas si t'as le droit, ça a rencontré quoi comme succès, du coup, ce dispositif de prévue en ligne? Je peux pas te dire en fait, et je suis même pas sûr. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas les réponses forcément de si par rapport à l'audience ou quoi. Mais je pense qu'en tout cas sur les réseaux, les gens étaient hyper contents. Il y avait des retours super positifs. Et je pense qu'en fait, c'est ce genre de mise en avant qui est important. En fait, c'est important de proposer ça, d'avoir cette possibilité. Un petit peu comme le simul-pub qu'on peut proposer pour beaucoup de nos licences. Et même si ça pète pas le score ou quoi, c'est quand même un moyen qu'on met à disposition des gens pour accéder, se faire une idée de la série, quoi. Mais je ne saurais pas te dire exactement d'un point de vue chiffre ce que ça a donné. Ok. Très concrètement. Ok. Bon, concrètement, Kaguya-sama, c'est l'un des mangas qu'on attendait le plus en France. C'est un de nos premiers combats. Je suis nostalgique, je dis ça, c'était il y a longtemps. les premières émissions de Team Manga Show, on ne savait même pas encore que le manga allait être édité en France. On demandait aux éditeurs de le sortir. Désormais, T'en parles, Pika. D'ailleurs, Ouais. je te coupe une seconde, je suis désolé. Il y a eu une communauté qui s'est mise contre vents et marées pour Kaguya. Les fans étaient à fond. Ça s'est lancé des espèces d'opérations pour spammer vos boîtes mail. On a raison. Est-ce que
pour vous, ça a joué ce genre de choses, ça peut cette liesse populaire autour de Kaguya, ou bien comme tu disais tout à l'heure, vu que vous l'aviez déjà dans le viseur depuis un moment, c'était pas forcément nécessaire en plus. Ça s'est passé comment vous de votre côté, c'est de la réception un peu de tout ce bordel finalement? Tout ce bordel. En fait, non, moi je trouve ça, même si bon, il y a des forceurs, il y a le bon forceur et le bon forceur. Enfin, je sais pas comment dire. Il y en a qui peut-être témoignent de leur passion et du coup, c'est beau à lire. Et il y en a qui ils vont un peu trop fort, quoi. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que ça conforte, en fait. Ouais. C'est-à-dire que ça, on peut pas baser nos acquisitions que sur ça, sûrement pas. Ce serait une grosse erreur parce qu'il y a énormément de titres comme ça qui sont plébiscités par des communautés et qui à la fin se matérialisent pas en vente. In fine en librairie. Dans ce cas précis, ça fait partie des indicateurs qui nous font nous dire que là, ouais, tout est au vert quand même. Ça peut conforter, mais sûrement pas motiver une décision. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien de plus jouissif que bah, t'es là, t'acquiers une licence, t'y crois, et elle monte, et à la fin, en fait, toi, tu l'as déjà dans ton portefeuille, et bah, les gens s'en sont emparés, les influenceurs comme vous en parlent, plébiscitent la série, et là, tu te dis, vivement que je l'annonce, parce que là, les gens, ils vont être trop refaits. C'était le cas pour Blue Lock, notamment, vraiment, on a misé dessus très très vite, et là, c'est en train de vraiment monter en puissance au Japon, et peut-être qu'on en parlera lors d'une autre émission, mais vous-même, vous en êtes emparé, vous en parlez super bien. Et ça, pour un éditeur, voilà, c'est quand même quelque chose de très, très gratifiant, très sympathique. Pour Kaguya-sama, ça fait partie des, ça nous a conforté en fait dans le choix, très clairement. Clairement. Du coup, Kaguya-sama, les 2 premiers tomes sortent simultanément ce mercredi dans vos librairies. Donc ça, c'est bon à prendre, les amis. C'est gagné. Un combat gagné, les amis, c'est bon. On peut continuer, on peut passer au suivant. On peut passer au suivant, les amis. C'est vraiment la lecture, voilà, là surtout par les temps qui courent, en fait, je trouve que c'est vraiment la lecture qui fait sourire, rire, et on a carrément besoin de ça en ce moment. Donc ouais, allez-y les gens, parlez-en autour de vous. Voilà, du coup, Le Kaguya-sama qui sort le 19 mai, du coup, il n'a pas été reporté, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là, du coup, il va... Pour le coup, non. Lui, le planning, il sera maintenu. Pas de souci. Ok, c'est cool. Chez Pika, il y a certes Kaguya-sama qui arrive, il n'y a pas que ça. Actuellement, vous avez beaucoup de titres divers et variés, et des très bons titres, je trouve. Je voulais qu'on en parle rapidement parce qu'on a encore un peu de temps. Moi, en ce moment, par exemple, chez Pika, ce que je kiffe lire en ce moment, Blue Period, qui vient de commencer en début d'année, je le vois derrière toi en plus. Il y a le tome 2 qui vient de sortir. C'est tout simplement excellent. J'en ai parlé juste avant parce que l'animé a été annoncé. Il y a eu un visuel qui est sorti cette semaine, donc j'en ai parlé rapidement. Je vous raconte pas l'histoire. Voilà, on en a déjà parlé. Blue Period, toi, c'est un titre aussi, c'est un titre fort aussi de cette année chez Pika. Alors complètement. En fait, il fait partie aussi des enjeux, mais c'était moins. Là, si tu veux, c'était moins gagné entre guillemets. C'est moins gagné en fait qu'un Kaguya-sama ou autre, dans le sens où on est hyper content de l'accueil. En fait, là, l'accueil autour de Blue Period, il fait vraiment plaisir de par la thématique, l'audace du graphisme, et puis le fait que voilà, tous les seinen ne reçoivent pas forcément cet accueil-là. Et là, il y a un bel alignement des planètes aussi qui est en train de se faire parce que c'est un titre qu'on a kiffé dès le départ, acquisition coup de cœur. Et là, voilà, il a remporté plein de prix entre l'acquisition, nous au moment où on l'achète et le moment où on le propose au lectorat. Il y a en plus l'annonce de l'animé. En fait, il y a vraiment un bel alignement des planètes sur cette série et faut vraiment que ça continue. Là, le tome 2 confirme bien le bon démarrage du tome 1. Donc, je suis content que tu kiffes parce que ça va monter en puissance. J'ai très hâte et j'espère que l'animé aussi sera de bonne qualité. Comme ça, au moins, ça poussera encore un peu plus le manga aussi dans la lumière. Et de toute façon, j'en parle souvent, Blue Period dans les émissions, donc vous le savez. Faut y aller, ça faut y aller. Et juste, si je peux me permettre, c'est vraiment un titre qui me tient d'autant plus à cœur que là aussi, quelqu'un qui ne connaît rien en manga, c'est pas grave. Tu lui mets Blue Period dans les mains. C'est le manga, vraiment, ce que je trouve passionnant dedans, c'est que tu peux aborder toutes les thématiques. Et là, quand même, c'était pas gagné de parler de peinture ou d'art en général sans que ce soit chiant. Exactement. Ça prend aux tripes. Et ça, je trouve que c'est typiquement le genre de manga qui s'affranchit des codes du manga en général, avec beaucoup d'audace, même graphiquement, et tu peux mettre ça entre les mains d'un lecteur de BD, d'un lecteur de roman, de quelqu'un qui mate les séries. Ça peut faire le job. Et ça, en tant qu'éditeur de manga, c'est très important de proposer ce genre de titre au grand public. Grave. Et d'autant plus que je trouve que
parce que ça aborde du coup le thème de l'art et ça en parle très très bien même dans des détails sans non plus être chiant. Il y a une petite dose un peu shonen aussi dans le personnage principal et tout que je retrouve et que j'aime beaucoup. Donc Blue Period, c'est un très bon titre. Il y a Orient du coup le dernier titre de l'autrice de Maggie. Shinobu Otaka. Exactement, Otaka. Qui au début, je vous avoue que 2 ou 3 premiers tomes, j'étais pas emballé de malade. Et là, on est actuellement en tome 6, c'est ça 6 ou 7, je sais plus. Mais 7, ouais, c'est ça, 7. Et là, c'est un coup de cœur depuis quelques tomes maintenant, depuis tome 4, je crois. Pour moi, c'est totalement validé. Donc, Orient, je recommande vivement. Il y a Drifting Dragons également, que j'aime énormément. Si vous aimez Nausicaa, comme moi, La Vallée du Vent, c'est un titre qui s'en rapproche pas mal, que ce soit pas dans le trait, mais dans l'univers un peu, dans l'univers que ça apporte. Le trait est magnifique, les dessins sont magnifiques. Donc c'est une petite escapade là, les gars, si vous voulez chasser du dragon avec Mika et le Kinzaza, clairement, Drifting Dragon, c'est un titre assez fort. On a parlé de Kaguya-sama. Faut parler des quintuplés. Je vais laisser peut-être Gisela un petit peu la parole sur les quintuplés. Les quintuplés, tu peux pas passer à côté, je pense, aujourd'hui. Après, en vrai, on en a déjà pas mal parlé, mais c'est vrai que les quintuplés, tu disais que justement, les débuts n'avaient pas été forcément super simples pour les quintuplés. Moi, j'avais peur que justement, on se retrouve un peu dans une situation de les gens font beaucoup de bruit et derrière, ça ne suive pas. Pour ça, à chaque fois que... Vous le dites assez souvent d'ailleurs que finalement les quintuplés ça marche bien. Ça me rassure à chaque fois. Ça me fait plaisir. Ça marche bien. Je parlais d'un début difficile par rapport au contexte. Mais en fait, il y a eu un très bon accueil du public dès le début. Ah ouais, dès le début. Ouais. Parce que j'avais entendu que justement le début était pas. C'est pour ça que j'avais. En fait, un petit coup de stress comme ça. Non, par rapport à nous, ce qu'on avait estimé, les attentes qu'on pouvait avoir autour du film, on était très satisfaits. Et surtout, le plus important, c'est que ça se maintient. Ouais. Et, les gens sont au rendez-vous à chaque nouveau tome. Donc, non, on s'inquiète pas du tout pour les quintuplés. On est hyper fiers de ce titre. Je pense que le fait que ça se maintienne, c'est peut-être aussi par le fait qu'il y ait une grosse intrigue. Je pense la comparaison un peu facile, c'est que We Never Learn, où quand on regarde les deux comme ça, il peut y avoir des similarités. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Et en fait, je pense que un des gros trucs de quintuplé, c'est que il y a ce côté un peu presque thriller polar dans l'histoire, qui fait que tu as envie de lire en fait, parce que tu veux savoir c'est qui, c'est qui en robe de mariée et comment on y arrive. Et je pense, est-ce que ça joue, est-ce que vous constatez peut-être des trucs comme ça par rapport à des trucs qui seraient peut-être plus épisodiques, tu vois? Complètement. Là, il y a ce côté un peu, on va dire, enquête, parce que l'auteur a l'intelligence de distiller comme ça des petits indices. Là aussi, il n'y a aucun chapitre qui sert à rien. Il faut être attentif à tout. Et ça joue énormément dans le côté renouveau, en fait, de ce style. C'est pour ça que c'était hyper important d'avoir un titre après des quintuplettes qui soit à la hauteur des quintuplettes, en fait. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, voilà, c'est le moment pour Kaguya-sama. Voilà 2 rom-coms où on estime qu'il y aura un avant et un après. Donc maintenant, il va falloir continuer sur ce niveau d'exigence. Bon courage. C'est pas gagné. On pourrait se poser la question, enfin voilà, par exemple, là, je sais que l'émission dernière, on avait parlé d'un Grand Blue. C'est vrai que Grand Blue, voilà, c'est fun et tout, et moi je suis ravi que ça puisse exister en France. Mais c'est vrai que est-ce que ça renouvelait à ce point la rom-com? Moi, je sais pas. J'étais pas si convaincu. C'est vraiment des bonnes tranches de rire. Mais là où Pika veut emmener la rom-com, c'est peut-être sur des terrains un peu moins connus. Donc c'est un petit peu ça la volonté, la ligne édito qu'on veut continuer de creuser. À côté, vous avez aussi tous les trucs de Mashima qui continuent. Eden Zero, peut-être ça se porte comment? Ça rencontre, ça a trouvé son public. Est-ce que le public finalement de Mashima, qui a, je pense qu'on peut le dire, genre une des meilleures communautés en termes de, les mecs sont trop bienveillants tout le temps, c'est incroyable. Les fans de Mashima ils sont gentils. À l'image de leur auteur, je pense, c'est ça. Tellement généreux pour l'avoir rencontré plusieurs fois. Cool. Et ça se passe comment du coup Eden Zero? Là, il y a l'animé qui arrive la semaine prochaine, semaine d'après, si je dis pas de bêtises. Donc, je crois que c'est en fait 10-04. Si je dis pas de d'accord. Je crois. Vous avez des trucs peut-être un peu de prévus autour de ça? Alors oui, Eden Zero, en fait, ça fait partie, c'est des séries, ça fait partie des séries les plus importantes là chez Pika. Je pense qu'il faut aussi attendre qu'on ait un schéma un peu similaire à Fairy Tail. Ce qui a beaucoup profité à Fairy Tail, c'était aussi l'animé qui a fait que beaucoup de gens sont passés par cette porte-là avant d'aller vers le manga.
Donc là, nous, on a pris pas mal d'avance avec Eden Zero en termes de tomes par rapport à ce qui va être adapté en animé. On espère bien sûr qu'il y aura cet animé de qualité qui permettra aux gens qui ont découvert ça par le dessin animé de poursuivre avec le manga pour avoir la suite des aventures. Mais voilà, c'est encore une série jeune. On va attendre qu'elle monte bien en puissance. Et pour le moment, il y a aussi un Brother Quest. En fait, Mashima est un mec qui a tellement de choses à raconter. C'est un staccanoviste, quoi. Il s'arrête jamais de bosser. Et il y a aussi le public en fait de Fairy Tail qui continue à suivre les aventures de Natsu avec Fairy Tail Brother Quest. Mais bon, il aime bien faire des crossovers. Il y a vraiment un univers un peu à la Avengers, quoi, je trouve, avec des ponts entre les séries et tout. Donc, je suis pas inquiet non plus sur Eden Zero. Ça va être sur la durée qu'on va petit à petit atteindre les sphères de Fairy Tail, quoi. Mais ouais, l'animé. Vous voulez en faire un Fairy Tail. J'ai pas envie de dire ça parce que je passe mon temps à répéter que non, Eden Zero n'est pas Fairy Tail 2. Non. Mais vous essayez de le mettre un peu en. En termes de notoriété, j'entends. Du coup, quoi, ouais, en termes d'importance. En termes de notoriété, la série a vraiment toutes les qualités. Il y a peu de shonen, je trouve, de space fantasy, pour le coup. Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très original qu'il propose. C'est du Mashima, donc il y a beaucoup de similitudes avec ce qu'il fait déjà. Mais dans l'approche, la mythologie, en fait, qu'il est en train de créer avec Eden Zero, je trouve que c'est assez rare en shonen, finalement. Et du coup, oui, je pense qu'avec le temps, voilà, la série va vraiment de plus en plus attirer des gens, quoi. On va tout faire pour, en tout cas. Bon, en tout cas, Eden Zero, l'animé commence très bientôt et ça peut justement être un point d'entrée. Et d'ailleurs, vous avez le manga qui est disponible depuis un petit moment chez Pika déjà. Petit mot sur Dreamland. Voilà, le tome 20 aussi sort très bientôt, là en juin. Ouais. On rentre dans une deuxième grosse partie pour Dreamland et Renaud Lemaire qu'on aime beaucoup et qu'on salue. Du coup, il est sur la fin du tome. J'ai une petite question par rapport à ça. Ouais. Yes. Renaud Lemaire, il passe son temps à nous faire rire presque quand il nous raconte un peu ses rapports éditoriaux du coup avec Pika. Ouais. Du coup, de l'autre côté, ça se passe comment? C'est comment t'as fait avec Renaud Lemaire? Parce que ça a l'air terrible. Le responsable, il dort? Ça se passe comment? Ah non, c'est du whisky. Voilà, tu m'as parlé de Renaud, je te dis. Tout à l'heure, on parlait de Fujiwara. Est-ce que Fujiwara a la bombe nucléaire? Est-ce que ce serait pas Renaud Lemaire, la bombe nucléaire de chez Pika? Alors, si on peut faire la comparaison avec Fujiwara, c'est le côté imprévisible. Alors ça, c'est garanti. Non, c'est une chance en fait de bosser avec ce mec parce que tu te fais emporter par sa générosité. C'est-à-dire que son public, si tu veux, c'est vraiment c'est tout pour lui. Et je sais que du coup, quand il parle avec des gens, quand il est invité dans des émissions comme la vôtre, quoi, il y a vraiment ce côté un peu très libre, très carte blanche qu'il a avec son éditeur. Et c'est vrai, tant que ce sera toujours des bonnes idées, tant que ce sera toujours cohérent. C'est jamais des lubies comme ça qui n'ont pas de sens. En fait, il t'expose le truc et en fait, tu réfléchis un peu à tout ce qui est Dreamland depuis le début, comment il a construit ça, parce que c'est vraiment lui qui a construit sa communauté et quelque part son succès. Nous, on fait toujours le pari de l'accompagner. Donc, ça a été le cas pour l'artbook, ça a été le cas pour tous les petits plus qu'il veut autour de sa série. Mais on trouve que c'est tellement cohérent avec le personnage, tellement cohérent avec l'artiste, tellement cohérent avec la série, ce côté vraiment généreux et accessible, que ça fait partie du succès de Dreamland. Donc nous, on fait des pieds et des mains. Attention, parce que quand il dit « je voudrais faire ça », on fait pas « bien sûr ». On lui dit « on va faire nos petits calculs ». J'appelle mon fabricant, il lui dit « assis-toi ». Après, on réfléchit. Et on trouve toujours des solutions, en fait, d'un point de vue schéma économique, pour que tout le monde soit content. Et je pense que jusqu'à présent, voilà, Renaud a toujours été content, nous aussi. Et voilà, c'est inhérent, en fait, à ce qu'est Dreamland. C'est de la générosité en barre. C'est de la générosité dans les planches. Et voilà, le mec transmet beaucoup. Et du coup, nous, on essaie de lui rendre du mieux qu'on peut. Mais non, c'est une vraie chance de travailler avec Renaud. Il nous surprend toujours. Ouais, et là, il prépare des trucs. Vous n'avez pas idée de ce qu'il vous prépare. Hein. Ah ouais. Oui. On va aller lui retourner le cerveau parce qu'il sera peut-être demain avec nous. Il y a un écho là. Oula, c'est bon, ça va. Je sais pas si vous avez des petits échos qui peuvent dire. Il sera peut-être avec nous demain sur la chaîne pour Team Mangaka, donc voilà, on pourra. Ah oui, avec des auteurs français Exactement. Cette édition là. Ouais. Exactement. Donc le tome 20 arrive bientôt. Allez, on conclut tranquillement avec
Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, qui arrive sur sa fin, dangereusement. Le tome 33, on t'avait invité justement la dernière fois, c'était pour l'attaque des titans. Là, on peut refaire un petit bilan, parce qu'on arrive vraiment sur le tome 33 qui sort, je crois, dans une semaine ou la semaine d'après. Ouais. Et le tome 34, du coup, est-ce qu'il y a une date déjà pour le tome 34? On voulait te demander justement tout à l'heure avant que tu arrives. Il y a une date ou pas encore Pas encore d'officiel. Ok. Donc c'est été. Je pense. Je pense ça. Je pas. C'était quoi? On va aller très vite. Parlez, monsieur. Parlez, monsieur. C'est de quoi, c'est ça. Hein. Non, il y a pas de. Il vaut mieux qu'on soit sûr vraiment de la date officielle avant de l'annoncer en France. Bien sûr. C'est en juin au Japon. Hein. Voilà. Et évidemment qu'on est sur le coup, ça occupe toutes mes journées. Ouais, donc il y a, je suppose aussi des trucs. Bien sûr, tu vas pas nous en parler tout de suite également, j'en suppose, mais il y a des choses prévues autour de la licence pour la fin quand même. À mon avis, il y aura quand même des choses de prévues et du très très lourd qui arrivera chez Pika Edition pour la fin de SNK. L'édition colossale aussi, je crois qu'il y avait il y a un truc pour faire qu'elle rattrape assez vite la série, enfin l'édition classique, non? Il y a un truc comme ça, je crois, qui était en. J'ai cru voir un mail sujet. Écoute, que ce soit pour la colossale ou la normale, on veut faire de la fin, quelque chose vraiment atteindre une apothéose. Et je vous dis, là, ça occupe toutes mes journées en ce moment. Mais bon, vous ne serez pas déçus. Dès qu'il y aura des choses officielles à annoncer, on le fera sur nos réseaux, bien sûr. Mais oui, dernier chapitre, là, le 9 avril. On trépigne. Donc, ouais. Mais oui, non, mais là, ça atteint le stade de classique. Ça fait beaucoup parler. Il y a vraiment ce climax, en fait, qui... Alors moi, la dernière fois que j'ai ressenti ça, autant d'entrain, c'était pour Game of Thrones, quoi. Vraiment le côté monter en puissance. Donc rapidement aussi, est-ce que du coup, depuis la reprise de la dernière saison sur Wakanim, est-ce qu'il y a une hype, on va dire, du manga papier? Parce que je sais qu'il y a eu il y avait des manques il y avait plus de tomes disponibles en librairie à un moment, il y a eu des réimpressions en masse de la part de Pika. Est-ce que c'est aussi dû à l'animé ou Ah bah c'est pas qu'on le ressent pas, c'est qu'on se le prend en pleine face, quoi. On n'a jamais connu ça chez Pika. Là depuis décembre, on a réimprimé pour plus d'1 million d'exemplaires, en fait, tout tome confondu, tous les tomes sont dans les tops. Là, c'est une razia. Hein. Incroyable. C'est beaucoup quand même, 1 million. L'animé, il est, je pense aussi pour beaucoup, parce que ça continue d'être un des points d'accès de beaucoup de fans des Titans. Mais c'est vrai que nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est au-delà de l'animé, et que si les gens veulent connaître la suite des Titans, ils se ruent sur d'autres mangas. Et en même temps, nous, on a proposé du coup là en ce moment un prix de 1 pour 2, en fait, sur les 2 premiers tomes. On a pris un pack 1 pour 2 pour les 2 premiers tomes, pour pousser en fait justement à recruter des lecteurs. Et ça marche aussi très bien, et on voit la transformation, c'est-à-dire qu'on fidélise des lecteurs qui achètent au-delà en fait du volume 2. Je pense qu'en fait il y a vraiment cette situation où tous les fans de manga et au-delà ont entendu parler de l'attaque des Titans, et là ils se disent c'est le moment de s'y mettre, quoi. Clairement. Et d'autant plus que la première partie de la saison se termine aujourd'hui. Yes. Alors, à mon avis, il faut réimprimer du tome. Parce que... vu la fin, oui. Là, ça va être infernal. Spoilez pas, j'ai pas le temps de le voir. La deuxième partie de la saison, du coup, est prévue, du coup, a été annoncée aujourd'hui pour hiver 2022, du coup, janvier 2022. 2021, du coup. Non, hiver, non, 2022. Janvier et mars 2022, du coup. Yes. Donc, voilà, hiver prochain. Donc concrètement, si vous voulez connaître la fin des SNK en avance, encore une fois, c'est du côté du manga qu'il faut se tourner.